Bonjour, je suis Denis Pilato et ravi de vous accueillir pour ce cours consacré à la marque et à son évolution. Et on va commencer tout de suite par une première leçon sur l'histoire du marketing et vous allez voir comment votre consommation fait de vous un bon citoyen ou pas et comment les adolescents ont fait exploser le système dans les années 60. Le mieux c'est de vous en rendre compte par vous-même en n'oubliant pas que tout ça, c'est du marketing. Alors on pose souvent la question de savoir quand est né le marketing. Certains font remonter ça très loin, à l'époque médiévale, voire même sous l'Antiquité. On va vous parler du poinçon sur les amphores romaines, on va vous parler de la guilde des boulangers dans les cités médiévales, etc. Mais bon, c'est un peu du snobisme tout ça. S'ils avaient inventé Banette, ça se saurait. C'était pas vraiment du marketing. Le marketing, le vrai, il remonte à une période très précise, un événement qui a tout bouleversé. C'est au XIXe siècle et c'est la révolution industrielle. Alors avant, quand j'avais envie d'une bonne côte de bœuf, c'était tout simple. Je descendais en ville, rue de la Boucherie, j'allais chez mon artisan boucher que je le connaissais personnellement, je sais comment il travaille, je rentre dans son échoppe, je vois la carcasse de bœuf, il y a les mouches autour, etc. Je lui demande le morceau, il me le découpe et je repars avec. Et même chose, si je veux acheter un habit chez mon tailleur, des sabots chez le sabotier du village, ou une enclume chez C'est Automatics. Avec la révolution industrielle, tout cela disparaît. Les produits sont fabriqués dans des usines très loin de mon domicile, ils sont acheminés par le chemin de fer, ils sont vendus chez des commerçants mais qui sont plus que des intermédiaires, ce ne sont pas eux les producteurs. Moi, la viande, je la reçois empaquetée, conditionnée, je ne sais plus du tout comment ça a été produit, comment le bœuf a été élevé, quel est le talent de l'artisan boucher, j'ai pas vu la carcasse, je vois pas les mouches qu'il y a autour. Ah, très appétissant. Merci Dorian, mesdames et messieurs, Dorian derrière la caméra. À ton service. On a perdu la moitié d'internautes avec ça. Alors, reprenons. Donc, à ce moment, le besoin se fait sentir finalement d'un signe de reconnaissance. C'est ce qui va me donner confiance, qui va me servir de repère, qui va me dire « Ok, ce produit-là est bon ». Et c'est l'invention de la marque et bien évidemment du marketing. Si on prend cette marque par exemple, Lefebvre Utile, lu pour les intimes, eh bien oui, je connais, je sais à peu près comment ils sont fabriqués, j'en ai déjà acheté, j'en ai mangé, j'ai aimé. Donc la marque, on le voit, me sert de repère. C'est le premier rôle de la marque. Je vais pouvoir racheter des biscuits lus en toute confiance. Et puis avec le packaging, s'invente la publicité. On est en train de me donner une image où je mange ces biscuits en redingote et en robe à crinoline. Voilà, l'heure du goûter est tout de suite beaucoup plus chic. Donc c'est ça l'invention du marketing. Donc la création de la marque acte un transfert de responsabilité. Je ne vois plus le produit, je ne peux pas l'évaluer, je ne sais pas comment il était fabriqué, mais la marque me donne confiance. Elle me garantit un résultat, une satisfaction à la hauteur de mon budget, mais une satisfaction constante. C'est la fonction tiers de confiance des marques et c'est une des fonctions fondamentales du marketing. Et c'est pas pour rien si à cette époque sont nées les plus grandes marques mondiales. Aux États-Unis, des Coca-Cola, Colgate, Gillette, etc., Ford. Et en France, des Saint-Gobain, Hermès, Peugeot par exemple. Peugeot qui a commencé à fabriquer des moulins à café puis qui un jour s'est dit « ce serait pas mal qu'on les mette dans les voitures ». Alors à la même époque apparaît une autre forme de modernité, les grands magasins. Le Bon Marché à Paris, Harrods, Macy's, etc. Toutes ces enseignes vont inventer une nouvelle activité, c'est le shopping. Avant, ça n'existait pas le shopping. Vous entriez dans une boulangerie ou une boucherie, eh bien, c'était pour faire vos courses. Vous ne regardiez pas les rayons en disant « non, je sais pas, je me balade », etc. Avec les grands magasins, le shopping devient une activité de loisir sociabilisante. Vous pouvez vous balader à travers les étages, regarder les nouveautés sans rien acheter. Et donc il va falloir inventer des techniques pour vous mettre le produit entre les mains, pour faire en sorte que vous repartiez avec. Et donc ça va être la promotion, ça va être la PLV, ça va être la théâtralisation du lieu de vente, etc., les soldes et autres. Et donc tout ça, ce sont des techniques de marketing. Cette situation, elle va perdurer et même s'amplifier au début du XXe siècle et jusque dans les années 50-60. Grâce notamment à l'explosion d'un phénomène, les médias de masse. La presse, la radio bientôt, la télévision ensuite.
Et les médias de masse, ils vont contribuer à l'essor d'une technique marketing particulièrement puissante, la publicité. C'est ce qui permet d'aller vous chercher dans votre foyer, de vous faire sortir de votre canapé, prendre votre voiture pour aller acheter cette essoreuse à salade qui va vous rendre beaucoup plus heureux. L'époque crée aussi de nouveaux modes de consommation qui vont accompagner le développement du progrès capitaliste. On va inventer des nouveaux usages, on va vous inciter à vous équiper d'une automobile, d'électroménager. C'est dans ces années-là qu'on invente par exemple l'hygiénisme. Avant, il suffisait d'une savonnette dans le foyer et puis vous alliez faire avec votre lessive, la vaisselle, votre douche mensuelle voire trimestrielle. Mais avec effectivement le développement de marques comme Procter & Gamble, Colgate, etc., on va créer des nouveaux usages, on va démultiplier les produits, on va vous imposer des nouveaux gestes de consommation et donc des nouvelles marques. Alors toute cette période qui va culminer dans les années 60 est connue comme celle du marketing normatif. La consommation non seulement comble nos désirs, mais également nous fait entrer dans un système de valeurs sociales. On affirme notre appartenance à la société, à l'American Way of Life si on est américain, au French Way of Life si ça se dit. Mais en tous les cas, effectivement, à travers notre consommation, on s'affirme dans une norme sociale qui s'impose à toute la société et à tout le monde. Voilà, Dorian, tu as compris l'idée générale. Mais attention, ce conformisme, il ne faut pas le regarder avec mépris. Nos arrière-grands-parents, ils sortaient de leur ferme ou d'un milieu qui était essentiellement rural. Et ils avaient envie de cette modernité. Ils avaient envie du formica, de l'hygiène, du progrès technologique. Ils y croyaient. Quant aux femmes, elles sont à la maison, dans un modèle patriarcal qui est encore très assumé à l'époque. Et toutes ces machines nouvelles qui vont rentrer dans le foyer, elles vont quand même changer leur mode de vie. Pour me faire une beauté quand mes cheveux sont lavés, le sèche-fort pour sécher ou le peigne pour peigner, un coup de fer à frapper, voilà le tour est joué. Et puis quand vient le soir, j'observe la rôtissoire, oh mon Dieu que j'entête, j'oublie ma moulinette, je coupe des tranches symétriques au couteau électrique. Enfin pour être heureuse, des frites dans ma friteuse. Avec la gamme Moulinex. Et voilà, Moulinex libère la femme. Alors bon, c'est très caricatural bien sûr, mais à l'époque, on croit sincèrement que le progrès nous veut du bien. On pense que notre consommation va faire de nous des bons citoyens et tout le monde adhère à cette société idéale. On a envie d'avoir une télé, un réfrigérateur, 2 enfants blonds, un pavillon en banlieue, une voiture garée devant, si possible plus grosse que celle du voisin. Donc c'est ça, le marketing normatif des années 60, c'est un idéal de vie auquel tout le monde a envie d'adhérer. Toute cette belle harmonie, elle va exploser à la fin des années 60. Et les responsables de ce désordre, ce sont les adolescents. Avant l'adolescence, ça n'existait pas. On passait directement de l'enfance à l'âge adulte. Si vous étiez né dans une famille pauvre, eh bien vous alliez travailler à l'usine ou à la ferme. Si vous avez un peu plus de chance, vous allez faire des études. Mais même les étudiants de cette époque, ils sont en costume cravate, jupe tailleur. Ils ne ressemblent pas à des ados d'aujourd'hui. On est déjà passé dans le monde adulte. Or, très rapidement, les industriels se sont aperçus que ces adolescents, ils avaient de l'argent. Ils tondent des pelouses, ils font du babysitting, ils reçoivent de l'argent de poche. Il y a un marché là. Et ils sont allés les voir avec des offres. Mais les ados, ils ne voyaient pas du tout l'intérêt de consommer les mêmes marques que leurs boomers de parents. Alors, je ne sais pas si on disait boomer à l'époque, il y avait sans doute un mot équivalent, mais ils n'avaient pas envie de ça. Ils voulaient leur mode, leur musique, leur cinéma, leur fast-food. Et donc, progressivement, en fait, s'est imposée l'idée d'une culture adolescente et donc d'un marketing adolescent. Et ça a changé complètement la phase du marketing. Alors, cette révolution, en quoi elle consiste ? Eh bien, la marque, qui était jusque-là un tiers de confiance, destinée à vous rassurer sur le fait que vous étiez bien dans la norme, elle devient identitaire. Elle vous permet de vous différencier, d'affirmer vos valeurs. Je consomme, donc je suis. Dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. Et ça tombe bien parce que la standardisation de la période précédente, elle a fini par créer une angoisse existentielle à tous les étages. L'uniformité, le conformisme, l'ordre marchand, ça fonctionne pas très bien en temps de paix et d'abondance. Les gens, ils veulent pouvoir se différencier, ils ont plus envie d'être des bons petits soldats. Regardez cette publicité pour la coccinelle Volkswagen, c'est la même chose. On est à quelques années à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on est en train de vendre aux Américains une voiture allemande qui a été voulue
par Adolf Hitler, et qui ressemble à rien dans un pays où les voitures font au moins 12 mètres de long avec des pare-chocs comme des fusées à Cap Canaveral. Donc c'est très compliqué à vendre. Et le coup de génie du publicitaire Bill Bernbach, qui était en charge du lancement de cette voiture, c'est de comprendre qu'on ne va pas la vendre à l'américain moyen. Il faut au contraire aller cibler des gens qui se sentent différents des autres, qui ont envie de se distinguer à travers leur consommation, qui ont envie d'exprimer, qui sont plus créatifs, plus originaux, plus indépendants d'esprit. Et le Think Small de la publicité de la Volkswagen, c'est l'acte de naissance de la marque identitaire. Une marque effectivement qui exprime vos valeurs et la personne que vous êtes profondément. Et c'est pas pour rien que ces années-là vont être aussi celles du mouvement hippie, hein, la contestation libertaire de l'ordre bourgeois. C'est aussi une consommation de la norme consumériste de l'époque d'avant. Alors, ne croyons pas que le mouvement hippie, c'est un mouvement anti-consumériste. À l'époque, les préoccupations, même environnementales, n'étaient pas si présentes qu'aujourd'hui. Le jouissez sans entrave, hein, qui est le mot d'ordre contestataire des hippies, eh bien, c'est aussi un appel à une consommation assez débridée. Simplement, une consommation identitaire, c'est-à-dire consommer les marques qui expriment ce que vous êtes. Voilà, faites bouillir à petit feu et on est prêt à foncer tous tête baissée dans une nouvelle période qui est celle de l'hyperconsommation des années 1980. Tout cela va donc nous amener, à partir des années 80 et jusqu'à notre époque, hein, à ce grand n'importe quoi hyper-consumériste hein, qui est la société de consommation absolue, avec des dizaines de marques nouvelles, etc. Une hyperconsommation dont il faudra bien qu'on sorte contraint et forcé, mais qui bat son plein grâce à un autre événement presque aussi important que la révolution industrielle, c'est la mondialisation. Mondialisation de la production et mondialisation des échanges. La mondialisation, c'est le fait qu'on fabrique à des milliers de kilomètres des petites tours Eiffel en plastique qui sont acheminées en bateau, vendues au pied de la tour Eiffel à des touristes chinois qui les ramènent chez eux à 20 km du lieu où ils ont été fabriqués. C'est ça la mondialisation. Et cette mondialisation, elle va apporter deux choses. Alors, la mondialisation de la production d'abord, couplée à l'accélération technologique, on n'a plus aucune prise sur le produit. On ne sait pas comment il est fait, dans quelles conditions, comment on le répare. Et c'est pour ça que quand la question s'est posée des conditions de travail ou du travail des enfants pour une marque de basket ou de l'huile de palme pour une marque de tartinable bien connue, eh bien, il y a toujours une marque incriminée au premier plan parce que la marque, c'est devenu la seule chose qu'on connaisse d'un produit. C'est le tiers de confiance absolue, c'est votre repère. Regardez ce pack de lait de la marque C'est qui le patron? Avant, on aurait dessiné un pré, une vache, une laitière, un pot au lait. Aujourd'hui, la marque cherche d'abord à vous rassurer sur ses intentions. Elle vous explique qu'elle rémunère correctement les producteurs et que donc vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Et c'est vraiment la fonction tiers de confiance. Vous lui faites confiance parce qu'elle a cette mission et pas parce qu'elle vous raconte une jolie histoire sur le lait. Mais la mondialisation, c'est aussi la mondialisation des échanges. Allez à Paris, à Tokyo, à New York, vous aurez les mêmes magasins Louis Vuitton, vous aurez la même odeur de McDonald's dans les rues, le même Ikea, Taylor Swift ou de la K-pop à la radio, le dernier Marvel au cinéma. Dans notre société, les goûts et les modes sont quasiment instantanés et uniformes à l'échelle mondiale. Et du coup, le besoin de différenciation se fait encore plus criant. C'est la fonction identitaire de la marque. On a envie d'exprimer le fait qu'on est quelqu'un d'unique. Là encore, le marketing va s'adapter magnifiquement. On va consommer une symbolique, une raison d'être, un storytelling. Le produit va perdre peu à peu sa valeur d'usage au profit de sa valeur d'image. Vite consommé, vite jeté, c'est pas le problème. Le problème, c'est que effectivement, on puisse exprimer son identité. Le marketing moderne, c'est un peu le marketing du désir et de la frustration. Voilà, achetez un iPhone et vous aussi, vous serez créatif et branché. Vous allez vous lever à 4 h du matin pour rencontrer des biches dans les stations-service. Alors, bien évidemment, quelle identité vous vend Apple? Eh bien, ils vous vendent l'identité de leur début, créative, anticonformiste, un peu rebelle. Ça permet de faire oublier qu'effectivement, ils ont vendu 2 milliards d'iPhone entre-temps et que ça ne fait pas exactement de vous un marginal. Et c'est quoi ton téléphone? Je sais, je suis faible, j'ai craqué, je ne suis pas un rebelle. Allez, viens, on va faire une conclusion de rebelle. Voilà, alors on n'a pas
encore assez de recul pour que j'évoque une nouvelle ère du marketing, après le marketing tiers de confiance normatif et puis le marketing identitaire. Mais bien évidemment, le marketing va devoir bouger et prendre en compte la transition écologique, la réinvention d'un système consumériste probablement différent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, ça reste encore du marketing à la papa, limite du greenwashing, mais on voit bien qu'on commence à aller dans le bon sens. Et d'ailleurs, on fera sans doute un cours spécifique là-dessus parce qu'il y a des choses à éclairer qui sont intéressantes. Mais cette histoire, cette nouvelle histoire du marketing, elle reste encore un peu à inventer et à raconter. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la synthèse de ce cours en cliquant dans la description. C'est gratuit. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec un grand plaisir. Il me reste à vous remercier de votre attention, à remercier Dorian derrière la caméra et ceux qui m'ont aidé à préparer ce cours. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Et puis là, je vais aller photographier des biches.